On va donc reprendre le fil de nos échanges avec ce premier après-midi qui s'ouvre par deux études de cas de 10 minutes chacune, proposées par Lucie Nizar et par Samy Lagrange. À la suite de leur présentation, on aura un tout petit temps d'échange qui permettra de poser une question par intervenant-intervenante. Mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions à la fois dans le chat et dans le Framapad, puisque les intervenants-intervenantes pourront y répondre par écrit au fil de l'après-midi. Sans plus attendre, je présente Lucie Nizar qui ouvre donc ses études de cas. Lucie Nizar est actuellement à terre à l'université Paris 3 et elle est en 4e année de thèse à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Elle travaille sous la direction d'Éléonore Reverzy sur la poétique du désir sexuel féminin dans le roman français du second 19e siècle. Ses travaux l'ont amenée à s'intéresser à la question du consentement et des violences sexuelles en littérature. Sa communication s'intitule « Les représentations littéraires du féminicide comme expression suprême de l'amour viril dans le roman du second 19e siècle » et je lui laisse la parole. Merci Mathilde pour cette introduction. Merci à tout le comité d'organisation et au comité scientifique et particulièrement à ma directrice, Madame Reverzy, qui est parmi nous cet après-midi. Dans son ouvrage, donc je vais donc vous présenter une brève présentation d'une dizaine de minutes intitulée, le titre a légèrement changé depuis que je l'ai préparé et vous comprendrez pourquoi, les représentations du féminicide comme expression suprême de la passion virile dans le roman du 19e siècle. Donc, d'abord, une introduction. Dans son ouvrage intitulé « Les criminels dans l'art et la littérature », paru en France en 1897, Ferry décrit les romans du crime passionnel en ces termes. En général, ce sont des récits d'abandon ou de trahison d'amour, des histoires où la passion aboutit à l'homicide. Au premier tableau, l'aimable jeune homme rencontre une belle fille et s'enflamme d'amour. Au dernier, contraste émouvant et prévu, le jeune homme, trahi par l'infidèle, se venge en la tuant à coups de poignard. Nous nous intéresserons ici à ce véritable topos littéraire du 19e siècle, pointé par Ferry. Le meurtre d'une femme par son amant, par l'homme qu'il aime, dit crime passionnel. Comme l'explique Margot Giasanti dans son article « Nous sommes le cri de celles qui n'en ont plus », historiciser et penser le féminicide, la terminologie du crime passionnel s'impose progressivement à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Ce n'est pas une catégorie juridique, pourtant la locution envahit le roman et la presse, à la rubrique des faits divers, les deux genres s'influençant mutuellement dans cette rhétorique du drame passionnel. Il s'agira pour nous de nous pencher ici, trop brièvement, sur les représentations romanesques de ces féminicides, soi-disant par amour. Contrairement au crime crapuleux que l'on trouve dans le genre naissant du roman policier, le crime par amour est le fait, dans les discours sociaux du temps, d'un homme emporté par la force d'une passion, présenté souvent comme romanesque et la plupart du temps comme transcendant les lois humaines. Alors comment se met en place dans nos romans une représentation parfois distanciée, bien sûr, du féminicide comme ultime preuve d'une passion hors norme, quintessence de l'adoration virile? On montrera l'évolution chronologique des représentations du féminicide dit passionnel au cours du siècle. Si, pour les héros romantiques, le féminicide est souvent assimilé à un sublime et mâle sacrifice, sur le modèle de la pièce de théâtre Antony de Dumas, chez les naturalistes, la passion devient force irrépressible, parfois jusqu'à la pathologie, de l'instinct érotique viril. On verra enfin donc qu'à la fin du siècle et progressivement, l'indignation commence à changer de camp, prenant de plus en plus en compte la souffrance de la victime afin de dénoncer ce que le romancier Gustave Geffroy nomme ce boniment de l'amour et de la vengeance. Alors, premier point d'abord, le féminicide comme expression suprême de la passion romantique. À l'instar de Julien Sorel, qui tire 2 coups de pistolet sur son premier amour, Madame de Rênal, le héros qui tue une femme qu'il aime, fait preuve d'une énergie souvent idéalisée chez les romantiques. Le féminicide est régulièrement représenté comme une preuve d'amour éclatante.
Beaucoup d'intrigues semblent illustrer la sentence ironique chez Sand, que l'on lit dans Mauprat. Après tout, il faut bien aimer une femme pour la tuer. Antony, la pièce de Dumas représentée pour la première fois en 1831, marque les consciences par son vers sans cesse repris et parodié au cours du siècle. Elle me résistait, je l'ai assassinée. Dans cette ultime réplique, l'héroïque Antony fait croire au mari de la femme qu'il aime et qu'il vient de tuer que ce meurtre est le résultat d'une tentative de viol avortée. En réalité, alors que le mari tambourinait à la porte, Antony a tué Adèle à sa propre demande afin de sauver, sinon sa vie, au moins sa réputation. Le féminicide est donc ici représenté comme un acte d'amour suprême, sacrifice pour la femme tuée parce que aimée. Le pathos est clairement du côté du meurtrier qui immole ce qu'il adore par une abnégation, enfin ici poignarde, par une abnégation désespérée et un sens viril du dévouement. Puisque le féminicide est l'ultime démonstration de l'amour viril, on ne s'étonnera pas que les femmes de notre corpus soient régulièrement flattées par la violence masculine, dût-elle entraîner leur propre mort. Ainsi, dans Carmen, on lit « Une fois, il lui donna un coup de couteau, eh bien, elle ne l'en aimait que davantage, les femmes sont ainsi faites. » Le héros féminicide est un amant passionné. Il fait preuve, dans son crime, d'une puissance de domination, d'une maîtrise et d'une vigueur toute virile. Toutefois, au fil du siècle, la force qui pousse le mal au crime passionnel change progressivement de nom. C'est désormais moins l'amour viril que l'instinct sexuel du mal, parfois dévoyé. Donc, c'est notre deuxième point. Chez les naturalistes, la force irrépressible de l'instinct érotique viril, l'amour à la folie. Le récit de crime du second XIXe siècle est alimenté par la psychologie et la criminologie naissante. Les romanciers tentent d'expliquer scientifiquement des cas. Cependant, le topos de l'amour persiste sous la rhétorique rationnelle et on reconnaît la passion tragique au détour d'une phrase. Par exemple, dans Travail de Zola, lorsque la diabolique Fernande est tuée par son mari, le crime est désigné comme légitime par la narration, c'est l'amour et non la pathologie psychique qui est mis en avant. L'époux, qui est un personnage positif, l'époux allume un très symbolique incendie pour brûler l'adultère et lui avec dans les flammes de son amour. Et le couple Héros-Thanatos plane sur leurs derniers instants. Le texte dit entre autres, il l'écrasa dans une dernière étreinte. C'est un motif qu'on retrouve énormément, la dernière étreinte, la dernière nuit d'amour, lui qui l'avait adoré. Dans La Bête humaine, pour Jacques, du point de vue de Jacques, le besoin de jeter Séverine morte sur son dos devient, je cite, l'amour jusque dans la mort. Mais ici, donc, le féminicide prend une coloration amoureuse, mais il ne faut pas oublier qu'il est le produit d'une pulsion physique qui est déréglée. L'entier est fou et le roman dit à travers lui une sorte de faillite de la virilité de l'homme moderne. Le texte nous avertit bien qu'il faut mettre ces fantasmes à distance. Mais on retrouve dans beaucoup de romans naturalistes ce topos qui fait passer la cause du féminicide de l'amour intense à la pulsion érotique irrésistible, dont le caractère pathologique n'est pas toujours très clairement affirmé. Dans la nouvelle de Maupassant, La Petite Roque, par exemple, le coupable du meurtre et du viol de la très jeune fille est un homme fougueux et veuf depuis 6 mois. Le texte insiste sur cet irrépressible besoin sexuel masculin. Le héros a une âme chaste dans un corps d'Hercule. Le meurtrier est plein d'instincts sauvages de chasseur et de batailleur, nous dit le texte, et le crime semble l'expression de tous les appétits vigoureux de son corps actif et puissant. Le féminicide devient la marque d'un instinct génésique, d'un instinct sexuel surdéveloppé. Dans Le Jardin des supplices, Mirbeau met en scène l'attirance des femmes pour les âmes meurtriers. On y revient comme dans Carmen. Les grands assassins ont toujours été des amoureux terribles. Les grands assassins ont toujours été des amoureux terribles. Leur puissance génésique correspond à leur puissance criminelle. Dans ces discours influencés par le darwinisme, la femelle serait excitée par le plus mâle, c'est-à-dire par le plus fort et donc par le plus violent. Le docteur Cesare Lombroso
dont Zola a consulté les travaux pour écrire La bête humaine, consacre d'ailleurs tout le premier chapitre de son ouvrage anthropologique et médical L'homme criminel au meurtre par amour chez les animaux. Donnant des assises naturalistes au crime passionnel, il explique ainsi que dans toutes les espèces, les mâles partagent un instinct du féminicide par passion. Je cite, « meurtre par amour ». Mais peut-être chez les animaux comme chez les hommes, les crimes par passion les plus fréquents sont ceux qui ont pour cause l'amour. Ainsi l'éléphant, si prudent d'ordinaire, entre en fureur à la moindre excitation quand il est en rut. Au jardin zoologique de Hambourg, un kangourou tua sa femelle et son petit dans un accès de fureur érotique. Le chameau en rut devient très méchant et mord tout le monde, même les femelles, etc. etc. Le docteur Lombroso et un certain nombre de romanciers naturalistes à sa suite naturalisent la violence des mâles qui serait liée à un instinct sexuel. Cependant, quelques voix retentissent déjà à la fin du siècle pour dissocier passion virile et féminicide. Zola avait d'ailleurs, à sa manière, ouvert la voie en présentant le féminicide de Lantier comme le résultat d'une pathologie. Certains textes, fictionnels ou non, donc, dénoncent déjà ce boniment de l'amour à la Belle Époque, et petit à petit, l'indignation change de camp. Certains discours se focalisent davantage sur le point de vue de la victime et tentent de désidéaliser le crime passionnel. Deux exemples. Louis Proal, conseiller à la Cour d'appel de Paris, publie en 1900 une somme intitulée « Le crime et le suicide passionnel », l'association est intéressante, véritable plaidoyer contre la mythification de ce que nous nommerions aujourd'hui féminicide, soi-disant par amour, féminicide intime. Il consacre l'ensemble du chapitre 11 à ce qu'il nomme la contagion du crime passionnel par le roman passionnel, et il y explique que les romans ont contaminé la presse et les discours sociaux du temps avec leur confusion délétère entre amour et meurtre. Deuxième exemple, fictionnel cette fois, dans son roman L'apprenti, Gustave Geffroy dénonce les discours sur le crime d'amour en parodiant la rubrique des faits divers dans un long chapitre qui contient des courts récits enchâssés. Dans le court récit enchâssé, donc Marius tua Léa, il présente l'histoire d'un souteneur qui décapite sa prostituée parce qu'elle se refuse à lui remettre toute sa recette. Marius a pris la tête coupée, l'a attachée par les cheveux à la poignée de la persienne et il la montre aux passants. Il appelle la foule sous la fenêtre, il ricane, il fait le boniment de l'amour et de la vengeance. Puis, quand on enfonce la porte, il se brûle la cervelle. On parle passionnément de cette effroyable aventure. Et presque tous, hommes et femmes, donnent leur approbation et leur admiration à l'assassin. Le narrateur a clairement montré que c'était non pas l'amour, mais l'intérêt qui motivait ce crime crapuleux maquillé en crime passionnel. L'auteur invite ainsi les lecteurs à se méfier des récits médiatiques ou des rumeurs qui romantisent le féminicide. En conclusion, l'évolution des représentations littéraires des crimes dits passionnels au cours du XIXe siècle, avec bien sûr ses nuances et ses retards, reflète une progressive évolution des seuils de tolérance à la violence qui s'achemine lentement vers une sensibilité plus forte à la souffrance des victimes. Dans la législation française, comme l'explique la légiste Alexia Delbreil, nous sommes passés d'un meurtre atténué par la passion à un crime aggravé de nos jours. La nouvelle de Virginie Despentes, Je te veux pour moi, reparue l'année dernière dans le recueil Mordre au travers, illustre la nécessité de changer les terminologies de crime passionnel ou crime d'amour. La clausule met en évidence la dichotomie amour-violence meurtrière, confrontant la rhétorique amoureuse à la brutalité des faits. T'imagines pas comment je tenais à elle, il l'avait étranglée. Merci. Merci beaucoup, Lucie, pour cette communication qui participe pleinement à la contextualisation qui a été amorcée ce matin et qui permettra aussi d'ouvrir d'autres échanges avec ces thématiques, notamment autour du roman naturaliste. Est-ce que dans le cadre du roman naturaliste, les crimes sexuels sont plus souvent ou plus explicitement pathologiques que les crimes passionnels féminicides?
Effectivement, je pense que c'est intéressant de faire la distinction parce que c'est ce que j'ai essayé de montrer très brièvement en prenant à la fois l'exemple de la bête humaine où là on a clairement l'entier qui est fou, qui est emporté par un instinct érotique, une pulsion sexuelle et là c'est hérité directement de Lombroso, hein, le discours de Zola. Et puis de l'autre côté dans le travail de Zola où là le mari de Fernande la tue emporté cette fois pas du tout par un instinct sexuel, mais effectivement par son amour trahi. Et effectivement, ouais, c'est une distinction, je pense, qu'on peut faire. Enfin, je ne sais pas si Madame Reversy euh, veut intervenir là-dessus. Merci, Lucie. Merci. Moi, je dirais, ce qui m'a frappé dans votre exposé, c'est que finalement, on peut trouver soit une motivation qui pourrait paraître noble, enfin, la passion romantique, soit une motivation qui est davantage de l'ordre de la psyché déréglée, enfin, et donc de la maladie, mais en tout cas, l'effet est toujours le même. Oui. Et on voit bien finalement comment est-ce que le naturalisme, en un sens, inverse retourne la donnée initiale qui est celle de la passion en pathologie, en pulsion absolument irrationnelle, mais qu'au bout du compte, le résultat est identique. Donc on a exactement le même phénomène de justification, c'est-à-dire que la cause, hein, c'est plus le même motif, mais le schéma qui fait que cette cause entraîne cette conséquence n'est absolument pas modifié. C'est-à-dire que structurellement, il n'y a aucune modification. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce que vous nous avez montré, Lucie. Oui, merci beaucoup d'avoir complété cela. Et effectivement, il y a une insistance à la fois dans les textes fictionnels et dans les textes théoriques sur la noblesse du criminel par passion. Dans Les criminels dans l'art et la littérature d'Enrico Ferri, par exemple, il y a un portrait du criminel féminicide où on nous dit il a un idéal, il ne végète pas simplement comme végète le commun des hommes dans le servage séculier de la glèbe ou de l'usine ou bien dans la bureaucratique et morne tranquillité d'une vie misérablement paisible ou dans une incessante chasse à l'argent. Donc oui, il y a une noblesse d'âme de celui qui tue par amour. Ouais.